j'espère que vous allez bien. Trop contente aujourd'hui de faire ce petit récap Make with Notion, qui était un événement incroyable qui s'est passé là dernièrement. Quoi de mieux de faire un petit récap pour voir ensemble tout ce qui s'est passé. Si vous ne saviez pas, c'était diffusé en direct sur le site, c'est Made with Notion probablement. Je sais pas trop comment c'était diffusé, mais en tout cas il y avait une diffusion de la conférence. Hello hello, installez-vous bien, on va faire une petite séance un peu tranquille pour faire ce récap. Je vais vous montrer quelques exemples de ces nouveautés et tout, et je suis super contente, j'ai déjà bien commencé à tester, même si j'avais les accès anticipés depuis quelques temps pour certaines, mais en tout cas là j'ai pu vraiment approfondir pour faire le récap. En fait, Make with Notion, c'est la première conférence en présentiel qui a jamais été organisée par Notion. Et là, cette année, elle a eu lieu le 24 octobre, donc il y a 2 semaines maintenant, à San Francisco. Et j'ai voyagé là-bas pour y assister en présentiel et voir tout ça de mes propres yeux. L'ambiance sur place était quand même assez incroyable, mais le plus important, en tout cas ce qui nous intéresse aujourd'hui, sont les annonces qui ont été faites là-bas. Et tout ça s'est passé pendant la keynote d'Ivan Zhao, le CEO et l'un des fondateurs de Notion, qui a ouvert vraiment la journée avec ça. Ça a été diffusé en direct, il y a eu beaucoup de choses, c'était assez dense. Parmi toutes ces annonces qui se sont un peu enchaînées, il y avait à peu près toutes les personnes qui ont travaillé sur les différentes fonctionnalités, les projets qui sont venus présenter. C'était assez cool. Il y avait pas mal de petites démos en direct avec un fil rouge sur tous les exemples, donc si vous l'avez pas vu, je peux quand même vous conseiller de faire un petit tour dessus. Il me semble que ça doit durer 45 minutes, quelque chose comme ça, mais les démos sont vachement bien. Je vous explique un petit peu comment je pense que je vais fonctionner. Je vais vous partager mon écran, je vais vous montrer des choses. Pour certaines fonctionnalités, je peux pas encore vous montrer des vrais visuels. Pour le coup, ça va être plutôt des visuels validés par Notion que je vais vous partager. Et pour les autres, en tout cas, tout ce qui est déjà sorti, je vais vous faire des petites démos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans le chat. Et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre aussi. On va pouvoir parler de notre premier sujet. La première fonctionnalité qui a été annoncée, c'est le mode hors ligne, offline mode. Voilà ce que je peux montrer. Pour le moment, on n'en sait pas plus. Le offline mode, c'était, je pense, l'une des grosses annonces que les gens attendaient. J'ai une petite vidéo du moment où ça a été annoncé, mais vraiment, on n'a rien de plus. Impossible de savoir encore comment ça va fonctionner. Visiblement, sur cette capture d'écran, peut-être qu'on peut imaginer qu'on pourra activer la fonctionnalité sur certaines pages qui seraient téléchargées en local, puis peut-être synchronisées lors d'une prochaine connexion. Pour le moment, on n'a pas plus d'infos. Par contre, c'est quand même une super nouvelle et je pense que ça va solutionner beaucoup de freins que les utilisateurs ont par rapport à ça. Donc c'est vraiment une super nouvelle. Ce sera, en tout cas pour commencer, ce sera en version alpha. Il n'y a pas du tout de dates qui sont annoncées. Tout ce qu'ils nous disent, c'est merci pour votre patience. Voilà, on n'en sait pas plus. Donc pour le moment, on va patienter. Je sais que les ambassadeurs, on devrait avoir un accès anticipé quand Notion seront prêts. Pour donner un petit peu mon avis là-dessus, je suis assez contente parce que j'en souffre personnellement de pas avoir le mode offline quand on voyage, quand moi qui prends assez souvent le train, c'est toujours compliqué d'être en mode online uniquement, donc de devoir être connecté à internet. J'avoue que je suis assez contente que ça arrive. Je me demande juste comment ça va fonctionner. Et surtout comment ça va fonctionner en mode collaboration. On va pouvoir être à plusieurs sur des pages disponibles hors ligne. Est-ce que si je fais des modifications hors ligne, ça va s'appliquer sur une page qui serait modifiée en ligne par quelqu'un d'autre? Je pense que c'est un gros défi technique pour eux. Voilà, j'attends de voir comment ça va fonctionner. Alors je sais pas si certains d'entre vous viennent parfois au meet-up à Paris. Je fais un petit aparté. Quand on a John Hurley, qui est le Head of Product Marketing chez Notion, quand il est avec nous en visio, alors c'est coupé de tous les replays, il faut venir à Paris pour y assister, mais à chaque fois en fait, l'audience lui pose des questions. Et systématiquement, il y a des questions sur le mode hors ligne. Et pareil, je crois que quand on était à Dublin avec Shubham Sharma, avec Matthias Frank et Simon de Better Creating, il y avait un de nous 4, je sais plus trop qui ou peut-être plusieurs, qui avaient posé des questions sur le mode offline en mode est-ce que ça arrive un jour? Oui, non. Et ils étaient totalement d'accord avec le fait que voilà, il y avait quand même un bon frein
là-dessus, mais pourtant ils nous ont rien dit jusqu'à présent là. C'était une grosse surprise, donc bon, c'est cool. On n'en sait pas plus forcément sur cette fonctionnalité, par contre il y en a d'autres pour lesquelles on a des infos. Et la prochaine, et là pour le coup je peux pas non plus vous montrer de vrais visuels, mais je peux vous montrer, c'est ici dans la barre de mes logiciels sur mon Mac, Notion Mail, que j'ai depuis quelques semaines et qui a été donné aussi en accès anticipé à toutes les personnes qui étaient présentes lors de Make with Notion à San Francisco. Je peux pas vous montrer de visuels, malheureusement, pas faire de démo en live. Par contre, il y a quelques visuels qu'ils ont créés eux-mêmes qu'on a le droit de montrer, donc je vais quand même vous faire un petit aperçu. Si vous vous souvenez, ils avaient déjà fait l'acquisition de Cron il y a quelques temps, qui s'était transformé en Notion Calendar. Mais ils avaient aussi absorbé un outil, enfin plutôt même un groupe d'outils qui s'appelle Skiff. Et Skiff, c'était un outil qui permet de faire de l'email, du stockage. Je sais plus s'il y avait une messagerie aussi, mais en tout cas, c'était un peu une suite logicielle. Cette équipe qu'ils ont absorbée, c'est en interne en tout cas, reconverti pour sortir Notion Mail. Leur idée, en gros, c'est de faire une nouvelle façon de voir ses emails avec des vues un peu à la façon base de données. Et ça, on le voit assez bien, je trouve, sur cette capture d'écran, où ici, vous voyez qu'on a des vues. Recrutement, support client et statut de projet. Donc ça, c'est une première façon de un peu changer notre usage des emails. Et c'est assez intéressant de voir comment ils ont un peu twisté, si je peux dire, l'utilisation des emails pour le mélanger avec la façon d'utiliser Notion, parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça ressemble bien dans l'interface à Notion, on se sent bien dans le même outil, un truc que je ressentais pas forcément avec Notion Calendar, parce que à la base c'était Cron, et ils ont réutilisé la même interface. Alors que là ils ont vraiment reconstruit un outil de zéro. Il y a aussi une gestion qui est un peu boosté par l'IA, où pour chaque email qu'on va recevoir, on va avoir la possibilité d'avoir des réponses qui sont prédéfinies. On peut mettre en place ce qu'on appelle des auto-replies. Et voyez, là, quand on est sur Coffee Chat ou Reschedule, il y a un petit bouton planifier, enfin, prendre un rendez-vous quoi. Et tout ça, c'est connecté aussi à Notion Mail. C'est-à-dire que selon vos disponibilités sur Notion Mail, en créant un bouton planifier un rendez-vous, ça va mettre une proposition, enfin plusieurs propositions de créneaux selon votre emploi du temps et donc prendre des moments sur lesquels vous êtes libre. Je pense que c'est un peu à perfectionner dans l'état actuel. Je l'ai testé plusieurs fois. Je pense qu'il faut encore améliorer le truc, mais franchement c'est très intéressant. Tout comme dans les emails, on peut utiliser des blocs de Notion. Ça ressemble vraiment à Notion parce qu'il y a l'interface, mais aussi parce que dans les mails, vous voyez ici, on peut mettre des encadrés, on peut mettre des quotes, des citations. Il y a plein de petites choses qui viennent faire en sorte que on se sent vraiment dans Notion, et ça c'est super cool. Notion Mail sera connecté uniquement à Gmail pour commencer. Un petit peu comme Notion Calendar peut se connecter uniquement aussi à un Google Calendar. À terme, ce qu'ils annonçaient pendant la conférence, c'est qu'ils voudraient que Notion Mail devienne le propre fournisseur de mail. C'est-à-dire que depuis Notion Mail, on puisse ne pas avoir besoin d'un Gmail qui est derrière un peu en back-office pour pouvoir vraiment héberger tous les emails et que tout ça soit sur les serveurs de Notion directement. Ça, c'est un peu la vision long terme, mais pour le moment, ce sera avec Gmail. Voilà ce que je peux dire sur Notion Mail. Je pense que je peux quand même répondre à un maximum de choses. Je peux juste pas montrer d'interface, mais si vous avez des questions sur les fonctionnalités, je peux dire un petit peu plus de choses. Justement, aux conférences, ils ont fait une petite démo pendant la keynote, mais aussi il y a eu une démo qui s'est passée pendant une plus petite conférence qui a eu lieu sur la scène secondaire. Et ça aussi, je crois que c'est dispo en replay. Eux, ils ont eu le droit de montrer, mais nous, non. Pas encore. Ce que je vous propose, c'est que si vous voulez rejoindre la waitlist, vous allez sur le site de Notion et dans Produits, vous avez le petit onglet Mail qui apparaît ici et sur lequel vous pouvez rentrer votre adresse mail et sur laquelle ça vous fait rejoindre la waitlist, la liste d'attente, la file d'attente, pardon. Et du coup, vous aurez un accès qui sera ouvert. Alors j'ai demandé combien de temps il y avait de temps d'attente. Ils m'ont dit probablement plusieurs mois. Si vous n'êtes pas sur cette file d'attente et que vous voulez avoir un accès anticipé à Notion Mail, je conseille de le faire rapidement pour l'avoir et être dans une bonne place sur cette file. Mon impression un peu personnelle sur Notion Mail, ça fait plusieurs semaines du coup que je l'utilise. Il y a eu pas mal d'améliorations. Ce qui est super bien, c'est que on est sur un canal Slack sur lequel on a les développeurs qui s'occupent de créer Notion Mail. Ils sont hyper actifs.
C'est incroyable. On peut leur demander « Ah, j'aimerais bien cette fonctionnalité qui apparaît sur Notion Mail ». Ils nous répondent de façon hyper rapide, en mode « Oh, fais la mise à jour de l'app, tu vas voir ». Ils ont codé la fonctionnalité qu'on demande en juste 1 heure. Enfin, en tout cas, entre le moment où ils ont vu le message et où ils ont mis en application, il se passe 1 heure et t'es en mode « Ah ouais, ok, cool ». Merci. C'est vrai que ça fait partie, je trouve, des bêtas sur lesquelles, en tout cas de toutes celles que j'ai faites avec Notion, il y a une réactivité incroyable. Franchement, c'est super agréable quand même d'avoir la possibilité de faire autant de retours, de feedback. Si je dois donner mon avis sur la fonctionnalité là aujourd'hui, pour moi il manque encore quelques petites choses pour que, surtout sur l'ergonomie, ce soit plus facile à configurer aussi, parce que vous voyez ces petites vues qui sont ici, elles sont pas si simples à créer, je trouve. En tout cas, j'ai eu quelques heures un peu d'errance avant de trouver une organisation qui m'allait bien. Là, il prévoit une sortie début 2025. Je me dis, d'ici là, forcément, on va arriver quand même à une expérience qui va être largement mieux. Enfin, en tout cas, j'espère. Je suis plutôt certaine qu'ils vont sortir un outil qui est quand même super à l'image de Notion. Je me fais pas de soucis pour ça. On va parler maintenant d'une fonctionnalité qui est bien publié, enfin qui est bien disponible pour tous, et c'est les formulaires. D'ailleurs, il y a une petite page produit qui est ici, qui vous montre un petit aperçu, mais on va le faire plutôt en direct. Plusieurs choses à savoir dessus, c'est que les formulaires, ils sont gratuits, et ils permettent de créer des formulaires en natif dans Notion qui sont connectés aux bases de données. J'avais fait une vidéo complète dessus où je fais vraiment un gros guide de 16-17 minutes sur les formulaires, donc si vous voulez creuser vraiment le sujet, n'hésitez pas à aller la voir. Pour créer un formulaire, deux façons de le faire. Quand vous êtes sur une nouvelle page, vous cliquez sur formulaire en bas et ça va vous créer un formulaire. Deuxième façon de créer les formulaires, tout simplement dans une page existante ou dans une page vide, mais ça peut être un petit peu moins d'intérêt. Vous pouvez tout simplement taper /formulaire et c'est un des blocs qui existe. Option numéro 3 en fait, parce que il n'y en a pas que 2, c'est d'aller sur une base de données existante. Je voulais le garder pour plus tard, mais on va aller sur la gestion de projet. Et quand vous êtes sur la page de la base de données source et que vous voulez créer une nouvelle vue, ça fait partie des vues qui vous sont proposées. Et là, du coup, ça crée un formulaire d'une base de données existante. Donc là, je suis sur ma page, je vais l'appeler formulaire, et je clique sur formulaire en dessous. Et vous voyez qu'ici, j'ai toute l'interface de mon formulaire qui apparaît. En l'occurrence, les options que je vais avoir, en gros, ça va être de mettre mon titre de formulaire. On va faire un formulaire de réservation d'événements. Inscription au Meetup Notion. Je vais mettre une petite icône Notion bien sympathique et une couverture, pourquoi pas? Non, on va juste mettre un truc comme ça. Voilà, c'est tout propre. Là, j'ai, vous voyez, 2 vues. J'ai mon générateur de formulaire et j'ai ma base de données des réponses. Et là, en fait, on va voir assez rapidement que les questions sont liées. Vous voyez, question 1, question 2 sont liées à celles qui sont ici. Question 1, en l'occurrence, c'est le titre de la page pour une réponse. Donc là, pour mon inscription à Meetup, on pourra mettre par exemple prénom et nom. Et sur les 3 points qui sont ici, je vais avoir la possibilité de rendre obligatoire certains champs, si j'ai envie. Je peux ajouter une description, et dans le cas où c'est une propriété de texte, je vais pouvoir ajouter aussi une réponse longue. C'est-à-dire que, vous voyez, ça passe ma réponse sur plusieurs lignes. Je vais aussi pouvoir synchroniser ou pas le nom de ma propriété avec le titre de ma question. Vous voyez tout à l'heure sur il y a un instant littéralement, sur le tableau il y avait écrit ici question 1. Bah là j'ai fait la modification, donc ça s'appelle maintenant prénom et nom, qui est le titre de mon entrée de base de données. En dessous, je vais pouvoir mettre un truc comme participez-vous à l'événement. Et là je vais mettre ça obligatoire, parce que j'ai besoin de savoir. Je vais avoir oui, non. Et ma 3e option, je vais la supprimer. Si besoin, je peux rajouter encore des questions si je veux que la personne laisse son adresse mail, par exemple. Vous voyez qu'il y a plein de types qui existent, mais je vais mettre l'adresse mail. Je vais la déplacer pour qu'elle vienne en 2e, et je vais la rendre obligatoire aussi. Je vais ajouter une petite description. Cela nous permettra de vous envoyer une invitation. Et voilà, grosso modo, comment on crée un formulaire, c'est pas plus compliqué. Une fois que j'ai fini mon formulaire, je vais pouvoir le partager, soit aux personnes de mon espace, soit c'est un lien public. Et du coup, j'ai un lien que je peux partager sur le web, comme ici.
et les personnes vont tomber sur cette page, elles vont pouvoir remplir leurs infos et dire oui, je participe. Dans mon formulaire, je vais avoir la réponse qui s'affiche et je sais que Lou va participer à l'événement. Voilà un peu pour le fonctionnement de façon générale. Si vous voulez en savoir plus, encore une fois, il y a la vidéo qui montre vraiment plus dans les détails comment ça fonctionne. Personnellement, j'aime bien la façon dont c'est affiché. J'avoue que ça me plaît beaucoup. Ça fait forcément très Notion. On est sur un style hyper épuré, hyper simple, et c'est assez sympa. Ce qui me plaît beaucoup, c'est que avant, fallait payer d'autres outils externes pour pouvoir mettre les fonctionnalités dans Notion. C'était un petit peu beaucoup. En plus, c'était plus difficile à intégrer. Fallait connecter manuellement les propriétés. Certains d'entre vous utilisent Tally par exemple, Typeform, qui sont des outils extraordinaires, et je trouve que visuellement ça va quand même plus loin que les formulaires natifs dans Notion, mais ça prend plus de temps quand même à connecter, à mettre en place. Il y a des pour et des contre. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas précisé, Notion actuellement travaille aussi sur l'ajout de conditional logic. En français, ce sont les questions à condition ou conditionnelles qui permettraient de dire, par exemple, on pourrait mettre en première question: participez-vous à l'événement? Si la personne répond oui, alors on lui demande son prénom et nom, adresse mail, ses préférences alimentaires ou que sais-je. Et du coup, si la personne répond non, on passe directement à la fin du formulaire, sans avoir les questions plus spécifiques sur ses préférences alimentaires ou autres. Ce qui manque beaucoup, et ce que Tally, Typeform, Noteforms ont, et qui est quand même très très important pour des formulaires un petit peu plus complexes. Pour un lancement, c'est vrai que c'est quelque chose qui est beaucoup demandé et qui aurait été bien d'avoir. Mais bon, patientons un petit peu et on va avoir la fonctionnalité qui arrive rapidement, j'espère. Et la prochaine fonctionnalité, c'est ce qu'ils appellent en anglais le layout. En français, pour nous, c'est la personnalisation de mise en page. C'est une fonctionnalité qui est gratuite aussi. Elle va permettre de modifier la mise en page dans des entrées de bases de données. Comme ici, j'ai plusieurs bases de données pour des projets, pour des tâches, pour des catégories, etc. Et si je rentre par exemple dans un projet, j'ai plein de propriétés qui se retrouvent ici en haut. Certaines propriétés, en personnalisant la mise en page, peuvent être affichées différemment, être affichées en sections, elles peuvent être réduites, même mises sur le côté. Votre base de données, elle va avoir sa propre façon d'afficher les infos et on va avoir quelque chose qui est beaucoup plus modulable. Cette option, pour y accéder, il faut cliquer ici sur personnaliser la mise en page et là on arrive dans un éditeur. C'est là que ça devient intéressant. Je dirais que les 3 fonctionnalités principales, allez il y en a peut-être 4, ok 4, c'est d'abord que ici au niveau du titre, on va pouvoir épingler des propriétés. C'est-à-dire que si je veux par exemple mes tâches restantes qui s'affichent en dessous de mon titre, je vais pouvoir l'épingler, tout comme peut-être les participants. Tout ça, ce sont des formules et des agrégations, donc j'y touche pas vraiment. Donc je trouve ça plutôt idéal de les mettre ici. Ça fait cette mise en page où ça ressemble en vrai un petit peu, si vous connaissez le wiki, la fonctionnalité du wiki. Dans chaque page, les propriétés, elles sont affichées comme ça, en mode horizontal. Et ça reprend un petit peu cette mise en page du coup. J'avoue que j'aime bien. Dans ce cas précis où voilà, j'ai des propriétés sur lesquelles j'ai pas besoin d'agir parce que elles se mettent à jour automatiquement. Autre chose, c'est que en dessous on a les groupes de propriétés. Les groupes de propriétés, dedans il y a une nouvelle fonctionnalité que j'aime beaucoup. C'est le fait de mettre des sections. Et les sections, alors ça permet, vous voyez ici là, de créer des groupes. Par exemple, une date du projet ou information. Information, je vais mettre ça, en fait, je vais mettre tout, tout ce qui concerne pas les dates. Et quand je reviens ici sur mon entrée de base de données, j'ai du coup 2 sections que je peux masquer ou afficher. Ça, je crois que c'est ce que je préfère. C'est que on puisse ranger, classer nos propriétés. Donc déjà, elles sont un petit peu séparées, c'est sympa. Mais en plus, il y a cette séparation et le fait de pouvoir masquer ce qui peut-être n'est pas d'actualité pour le moment ou des propriétés qui sont peut-être un petit peu plus mineures sur lesquelles on n'a pas besoin de voir forcément toutes les infos tout de suite. Donc les sections, ça c'est dans mon top. Je ferai une vidéo dessus, je vous le dis tout de suite. J'en prépare une pour parler des sections parce que je trouve que c'est fabuleux. La troisième, c'est que maintenant on peut ajouter un volet sur le côté. Et le volet, il va permettre d'ajouter éventuellement, enfin pas d'ajouter, d'afficher
peut-être des groupes de propriétés ou d'afficher certaines propriétés en particulier. Alors je trouve que ça va pas trop avec ce cas d'usage, mais je vous montre juste à quoi ça ressemble. Si je sélectionne des propriétés, vous voyez qu'ici ça me fait les propriétés qui sont ici rangées sur le côté. Je suis pas fan encore une fois, mais pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et quand on ouvre une page, à partir de ce moment-là, en fait on a ce volet qui est sur le côté et qui permet de voir les propriétés qu'on a mises dedans. Dans ce cas d'usage, je suis pas fan, mais il y en a beaucoup sur lesquels je trouve que ça peut être drôlement utile et je vais le remettre dans mon groupe information. Voilà. Et dernière chose, pour certaines propriétés, on peut avoir un affichage qui est un peu différent. C'est le cas pour à peu près toutes celles qui sont ici en fait. Ou par exemple si vous avez des fichiers et médias, ça va vous les mettre en format de galerie. En la miniature du live d'aujourd'hui. Et vous allez voir que c'est différent de la façon habituelle d'afficher les images. Enfin, les médias. Vous voyez qu'ici ça fait une sorte de petite galerie. Et ça c'est un truc que typiquement on pouvait clairement pas faire avant, de pouvoir afficher des images comme ça de façon un petit peu plus visuelle. Sinon vous voyez que l'image elle est en toute petite comme ça, enfin on voit rien, soyons honnêtes. Ce nouveau type d'affichage pour les fichiers et médias, je le trouve vachement chouette. Je peux le remettre ici en sélectionnant fichiers et médias. Les propriétés qui conviennent un petit peu à ça, elles vont avoir plusieurs options d'affichage. C'est le cas aussi pour des chiffres. Par exemple l'avancement, j'ai une barre de progression qui permet de savoir où est-ce que j'en suis sur mon projet au fur et à mesure que j'avance. Eh bien, je vais avoir cette barre de progression qui peut être en grand. J'avoue que j'aime bien aussi. Après, elle peut être en petit, comme ça, à la taille habituelle. Mais là, ça change un petit peu. En vrai, c'est pas mal du tout. J'enregistre et je vous montre à quoi ça ressemble du coup si on laisse comme ça. Si j'ouvre vraiment tout, j'ai du coup cette barre de progression qui est un peu qui est plus grand, qui est plus mise en avant. Et je peux me faire une mise en page comme ça qui est quand même assez différente de ce qu'on peut avoir d'habitude. Et j'avoue que ça me plaît plutôt bien. Voilà, c'est grosso modo les fonctionnalités qu'il y a dans la personnalisation de mise en page. Vous pouvez aussi voir l'aperçu selon plusieurs types, enfin plusieurs entrées. Si je veux écrire mon mémoire, si je veux machin, si je veux truc, je vais pouvoir voir selon les pages comment ça s'affiche. Ce que je trouve plutôt utile quand même pour vérifier que ce qu'on fait aille bien sur toutes les pages. Donc c'est pareil si vous allez bidouiller un petit peu et tester les personnalisations de mise en page, c'est aussi bien d'aller checker ça. Prochaine nouveauté, les emojis personnalisés. Et c'est ça, je pense, ma fonctionnalité préférée. On peut maintenant ajouter des images fixes ou des gifs animés en tant qu'emoji parmi la librairie des emojis. C'est gratuit, il n'y a pas forcément de limite qui a été indiquée sur le nombre. Je suis pas allée chercher la limite non plus, donc peut-être qu'il y en a une. Ça permet, en gros, d'avoir des emojis style Notion, Mail, c'est super, et d'ajouter mon emoji Notion Mail et de l'avoir directement avec mon texte. Comme on pourrait ajouter un emoji petite fête dans un titre ou peu importe tous les endroits où on peut mettre des emojis dans Notion, et bien maintenant on peut ajouter ses propres emojis, donc ça c'est très très cool. À la conférence c'était assez drôle parce que c'est celle qui a fait le plus de bruit dans la salle. Anywhere you type, so if I type in Miles, I get him here, right? Mais j'avoue que c'est un truc qu'il y a dans Slack notamment qui est super chouette. Pour ajouter un emoji personnalisé, là il y a deux façons différentes de le faire. La première c'est d'ouvrir le panneau des emojis. Alors vous pouvez le faire en tapant emoji. Désormais il y a l'onglet personnalisé qui est ici. Vous avez un plus là, ou vous avez un plus ici. Et là, tout simplement, vous chargez une image et vous mettez un nom à votre emoji. En l'occurrence, moi celui-ci s'appelle Notion-mail. Et maintenant quand je tape Notion, bon, j'en ai d'autres, mais parmi mes options j'ai Notion Mail. J'aime bien. On peut les ajouter aussi en icône de page, mais si je veux que ça reste une icône. Hein. Donc là, vu qu'elle est en grand, ça se voit que c'est un petit peu flou. Sur les encadrés aussi, on peut ajouter nos icônes personnalisées. Donc là par exemple, j'ai mis mon avatar Notion que Notion m'avait fait en tant qu'emoji, comme ça je peux le mettre un petit peu partout. Et puis après dans des bases de données, on peut aussi le mettre en icône de page pour que devant le nom de l'entrée, on ait aussi la fameuse icône. Si vous voulez voir tous vos emojis personnalisés maintenant dans les paramètres, il y a un onglet emoji. Vous pouvez tous les voir qui les a ajoutés et à quelle date aussi. Si besoin, si vous êtes sur un espace Notion où il y a du monde, vous pouvez aussi limiter la création seulement aux propriétaires d'espaces de travail. Il y a encore deux nouveautés majeures. Et là, en l'occurrence, dans tout ce qui concerne les bases de données, on a une nouvelle chose qui change.
enfin une chose qui change, pas une nouvelle chose à part entière, et ça se passe dans les automatisations de bases de données, sachant qu'une partie des choses que je vous montre peuvent aussi être utilisées dans les boutons. Ce qui change, c'est déjà l'interface des automatisations qui se met dans une petite fenêtre centrée. C'est un petit peu plus agréable en réalité. La grande chose qui change, c'est que maintenant, dans les automatisations, il y a l'utilisation de formules et de variables. Et ça, assez game changer pour les automatisations qu'on voulait être plus poussées et qui, jusqu'à présent, bloquaient parfois un petit peu sur certains cas d'usage. Les automatisations, ça reste une fonctionnalité payante. Les nouveautés, vraiment pures et dures, ça va se passer ici dans les actions. Les deux choses qui arrivent, c'est le fait de pouvoir envoyer un email dans l'automatisation et le fait de définir des variables et aussi de pouvoir utiliser des formules. Si je mets ajouter une page à tâche par exemple, maintenant j'ai ces deux petites options. Je ferai sûrement une vidéo plus complète, donc je reste quand même un petit peu en surface sur ça, mais dans l'entrée que vous allez mettre, il y a le le arrobase qui va permettre de faire des mentions. Date et personne, on l'avait déjà, mais propriété de, ça on l'avait pas. Je vais pouvoir chercher des propriétés de la base de données sur laquelle je crée l'automatisation. Là, quand je vais chercher dans page de déclenchement, ce sont les propriétés de ma base de données projet qui s'affichent, alors que je suis en train d'ajouter une tâche. Je trouve que ça n'a pas trop de sens ici forcément. Il n'y a pas vraiment de cas d'usage qui va bien. Mais si je voulais que ma tâche s'appelle de la même façon que ma priorité de projet, je pourrais. Pareil, si je veux que ma date limite ce soit une heure précise, je pourrais aussi créer une formule et mettre que c'est date de déclenchement .date add. Voilà, je pars dans des formules. Mais par exemple, si je veux ajouter 7, jours, days, eh bien je peux faire en sorte que automatiquement la date d'une tâche se mette à J+7 d'une autre date. Donc en fait je peux vraiment aller infiniment plus loin sur les automatisations puisque je vais avoir des variables dans des formules sur lesquelles je vais pouvoir tout simplement ajouter des éléments. Je trouve ça fabuleux. Je suis très très fan de cette nouvelle fonctionnalité. Il y a des possibilités infinies en fait qui s'ouvrent avec ça. Franchement, c'est drôlement intéressant. Du coup, l'autre qui est l'envoi de mail, elle va permettre d'envoyer un mail à quelqu'un et ça peut être complètement un objet ou même un message qui va lui-même contenir alors j'appelle ça des variables, mais des éléments en fait, des propriétés un peu dynamiques qui se retrouvent par exemple dans page de déclenchement. Je pourrais mettre le nom du projet. Le projet de page de déclenchement a été terminé et là je pourrais aller chercher date de fin. Il faut vérifier la tâche et dans la page ajoutée je pourrais mettre le nom de ma tâche pour boucler le dossier. Vous voyez, je peux vraiment faire en sorte que j'ai plein de mentions dynamiques qui vont totalement s'adapter à la fois à mon déclencheur, à mon projet déclencheur et aussi à la tâche que j'aurais pu créer derrière ou toute autre chose que je peux faire. Les variables, elles vont être complètement une étape à l'intérieur de ma séquence d'action. Elle va me permettre aussi d'aller chercher, alors je peux l'appeler comme je veux, email, là je peux aussi aller faire des mentions à certaines choses, que ce soit dans des propriétés ou des personnes. Ça peut être des personnes précises, comme ça peut être la personne qui a déclenché l'automatisation, comme ça peut être le créateur de la page. Et il y a vraiment plein de choses qui sont possibles. Et là c'est pareil, je peux aussi transformer cet élément en formule et dire par exemple que sur la page de déclenchement je veux la personne qui a édité la page pour la dernière fois et que ce sera donc cette personne là qui est dans ma variable email destinataire qui est mon destinataire de mail. Je vais vite, je sais. Il faut que je fasse une vidéo complète dessus, c'est nécessaire. Je vais essayer de trouver des cas d'usage qui sont sympas. S'il y a des choses sur lesquelles justement vous posez des questions là-dessus. Est-ce qu'il y a des évolutions prévues dans le domaine IA Notion? Ça tombe bien, c'est mon prochain point. Mon prochain et quasiment dernier. Si je dois faire un récap sur ce qui s'est passé dernièrement sur l'IA Notion, on a eu plusieurs choses. Déjà, c'est qu'il y a des connecteurs qui permettent de lier Notion AI à Slack et Google Workspace. Donc là, ils ont annoncé les connexions Jira GitHub pendant Make with Notion. Ce qu'ils ont annoncé aussi pendant la conférence, c'est qu'il y aurait la possibilité de demander à l'IA d'aller chercher et créer des entrées dans des bases de données. Ce qui se différencie de ce qu'on peut faire
aujourd'hui, puisque là, actuellement, quand on lui pose une question sur des entrées de base de données, l'IA Notion va chercher, il me semble, entre 10 et 15 sources maximum, ce qui peut, du coup, si vous cherchez plus d'informations sur les bases de données, réduire les infos qu'il va chercher, et surtout, c'est moins pertinent. Cette nouvelle fonctionnalité, ils ont dit que ça arrivait bientôt, et que ça permettrait d'avoir des recherches plus pertinentes dans les bases de données, mais aussi, du coup, d'avoir la création d'entrée. Ce qui veut dire que demain, je peux lui demander qu'est-ce que tu me conseilles de faire pour tel ou tel projet sur tel domaine. L'IA va pouvoir me sortir une liste de tâches et moi je vais pouvoir lui répondre super, ajoute-la moi à ma base de données de tâches et elle pourra le faire. Donc ça, j'avoue que j'ai hâte que ça arrive. Ils ont beaucoup amélioré l'IA de Notion quand même récemment, hein, toutes les mises à jour avec GPT, Claude, la connexion avec le centre d'aide de Notion, l'ajout de documents, de PDF, d'images pour que Notion AI les analyse. Franchement, c'est quand même pas mal. En fait, pendant la conférence, ils ont refait un bon retour sur Update, sur la dernière mise à jour. Si vous voulez voir vraiment tout ce qui a été sorti, j'avais aussi fait une vidéo un peu plus longue sur laquelle je parle en détail de toutes les fonctionnalités, je les montre, etc. La dernière chose qui a été annoncée pendant la conférence, alors pas dans l'ordre, hein, mais pour moi par ordre peut-être d'importance, c'est la Marketplace. C'est une nouvelle façon pour les créateurs de modèles Notion de diffuser leurs modèles. La galerie de modèles Notion déjà a une petite refonte visuelle, mais surtout elle permet maintenant de s'occuper des paiements, de mettre des avis sur les modèles et pour les créateurs de protéger aussi les modèles. Si quelqu'un partage un lien de modèle payant, si elle le partage à quelqu'un d'autre, l'autre personne se verra bloquer l'accès et voilà, c'est une protection un petit peu pour les créateurs. Globalement, pour vous qui cherchez à acheter des modèles Notion, désormais, si je veux l'acheter, on va pas me rediriger vers une plateforme externe, on va m'ouvrir une fenêtre et je vais pouvoir cliquer oui, je vais pouvoir cliquer, mais surtout je vais pouvoir payer directement ici. On va pouvoir remplir ses informations de facturation, son adresse, etc. Ses détails de paiement. Si on veut s'abonner à la newsletter des créateurs, on peut aussi dire qu'on accepte. Ça permet du coup d'acheter directement le modèle, de ne pas passer par des plateformes tierces qui peuvent parfois être un peu douteuses ou on n'a pas forcément confiance. Là, tout se passe maintenant depuis la galerie de modèles Notion, ce qui rend les choses plus simples pour vous. Et aussi, vous pouvez retrouver ici, vous voyez, tout là-haut, là-bas, il y a un bouton acheter et vous allez pouvoir retrouver aussi tous les modèles que vous avez achetés au même endroit. Donc ça aussi, je trouve que pour des acheteurs, c'est plutôt sympa. C'est pas forcément évident quand on achète des modèles sur Gumroad et puis ensuite sur le site d'un créateur et puis à un autre endroit. Il n'y a pas un seul endroit où vous allez pouvoir retrouver tout ce que vous avez acheté. Et si vous voulez récupérer le modèle, hein, peut-être dans sa version source ou autre, ça va être compliqué. Tout ce que vous achetez, que ce soit gratuit ou payant, donc tout ce que vous téléchargez, enfin dupliquez ou achetez, eh bien vous allez le retrouver ici dans cette historique. Tout est vraiment simplifié pour que vous soyez en sécurité sur les paiements, les produits et tout ça, et pour que les créateurs aient aussi une protection sur leur création. Puis après, il y a juste quelques petites modifs, je dirais, sur l'affichage de tout ça. Vous le verrez en explorant un petit peu la galerie, je pense. On a fait le tour de tout ça. Je vous ai montré toutes les nouveautés là qui sont sorties pendant mon Make with Notion. Pour vous donner un petit retour, je pense, et finir un peu sur ça, je suis très contente d'être allée sur place à San Francisco, assister à la conférence, c'était incroyable. J'ai rencontré les personnes qui m'ont fait débuter sur Notion. J'ai rencontré Thomas Frank, Marie Pouline, ces gens que je regardais dans mes tout débuts en fait, et qui m'ont permis d'apprendre. Et aujourd'hui, c'est incroyable d'aller au karaoké avec ces personnes que j'admire beaucoup et qui sont totalement des flèches, hein, vraiment dans le domaine Notion. L'équipe de Notion était aussi présente sur tout l'événement. Il y avait plein de personnes qui étaient là et franchement, c'est pareil, ils étaient tous hyper adorables. Il y avait les ambassadeurs. Il y avait du coup une petite équipe de consultants certifiés, on était peut-être une dizaine, quinzaine, sur 80 dans le monde, c'est pas mal. Il y avait déjà une bonne répartition. C'était un événement assez incroyable, il y avait une très belle ambiance. Trop heureuse d'y être allée en présentiel, c'était exceptionnel. On se dit à très vite, c'était un plaisir de faire ce récap avec vous. Hâte de creuser un petit peu plus le sujet sur ces fonctionnalités. Et puis merci d'avoir suivi ce live ou cette vidéo pour ceux qui sont en rediffusion. Et passez un bon week-end.
On se dit à très vite.